Voilà, donc dans la réflexion qu'on avait eue avec Gildas, sur la base de ce qui avait été mis dans le manifeste, euh, on avait réfléchi à se dire que finalement, si on veut être cohérent avec le manifeste, il faut que les ressources qu'on produit soient, respectent grosso modo les principes du manifeste. Et du coup, euh, on s'était dit bon, si une ressource est produite et que d'autres personnes doivent dire si c'est une bonne ressource ou pas en fonction de ce manifeste, peut-être qu'on peut la faire passer par des espèces de tamis, en tout cas la regarder sous un certain angle, sous plusieurs angles d'ailleurs, pour se dire est-ce que cette ressource elle est vraiment cohérente avec la volonté initiale posée par le manifeste. Et donc il y aurait donc bon après c'est tout ça c'est challengeable bien évidemment, c'est une première réflexion. Mais on avait un angle qui était plus est-ce que cet outil est conscient, est-ce qu'il est inclusif et est-ce qu'il est utile, donc trois angles en fait. Et à chaque fois ensuite, par exemple cet outil est conscient, qu'est-ce qu'on pourrait regarder concrètement dans la ressource comme pour dire qu'il est conscient ou pas. Il y aurait peut-être quatre aspects. Euh, est-ce que est-ce que l'impact est positif ou négatif? Euh, Sous-entendu d'ailleurs, je pense, impact sur l'homme. Hein, d'ailleurs, là, j'ai sans doute oublié des mots. Euh, Aussi, est-ce qu'on est sûr de cet impact déjà? Il y a peut-être cette notion-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est évaluable? Est-ce qu'on sent qu'on a les moyens de l'évaluer ou pas? Euh, et puis ensuite, l'impact sur la nature et l'impact sur la société, qui sont différents aspects qu'on évoque dans le manifeste. Et ensuite, on pourra même aller plus loin dans des bonnes pratiques et en réfléchissant à un indicateur objectif de l'impact de cette ressource. Est-ce que, du coup, si on pense que ça a un impact sur la nature, ok, alors sur quoi on se base pour dire ça? Quel est l'indicateur qu'on utilise? Et du coup, voilà, signifier, enfin, nommer cet indicateur-là. Et pardon, j'ai fait une réflexion là-dessus qui pourrait être challengeable. Pareil pour la partie inclusivité. Est-ce qu'il crée des ponts ou des murs entre les gens, cet outil pour l'inclusivité? Ça peut être une question intéressante à réfléchir. Cet outil est-il accessible à tous? Donc là, on est plus sur une notion d'accessibilité numérique ou pas d'ailleurs. Et puis, est-ce que cet outil est exclu ou inclus, tout simplement? Qui est peut-être d'ailleurs assez similaire à... Faudrait Pont et voir pour bien mur. distinguer ces questions-là. Ouais, effectivement. Donc, à qui s'adresse cet outil? Et là, je m'étais dit on aurait pu partir dans une réflexion plus un peu comme une logigramme. À qui s'adresse cet outil? On nomme pour chaque personne à qui il s'adresse, on se dit, OK, enfin voilà, il s'adresse à ta 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 ta, il ne s'adresse pas à ta 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 ta. Et donc, est-ce qu'il s'adresse, par exemple, ceux-ci qui s'adresse, est-ce qu'il s'adresse totalement à eux? Donc là, on est plus sur des designers a priori, puisque ces outils sont plus à destination des designers au sens encore une fois large. Donc, essayer de nommer ces designers, c'est par exemple plutôt des chefs de projet ou plutôt des gens du digital ou des gens pas du digital ou etc. Et puis ensuite, voir combien en fait ça représente d'utilisateurs et est-ce que c'est accessible pour eux finalement. Pareil pour les secondaires. Et puis après, pour ceux à qui ils ne s'adressent pas, pourquoi finalement ils ne s'adressent pas à eux? Est-ce que c'est involontaire ou illégitime? En fait, est-ce qu'il devrait s'adresser à eux, mais il le fait pas parce que c'est pas une bonne version, il faut le retravailler, etc. Ou est-ce qu'au contraire, il exclut des gens de façon volontaire? Et du coup, qui et pourquoi c'est OK? Dernière partie, c'est la partie plutôt, est-ce qu'il est utile? Cet outil ajoute-t-il de la clarté ou de l'ambiguïté dans quelque chose, dans les méthodologies? Est-ce qu'il aide à faire des bons choix à chaque étape où il est utilisé? Est-ce qu'il utilise des ressources? Et est-ce qu'il est transparent sur les impacts qu'il provoque? Euh, Voire nous fait oublier notre dépendance à la nature et à la société, qu'on a vu dans le manifeste comme étant plutôt quelque chose de négatif, hein, une externalité négative. Si un outil de design, finalement, nous fait oublier qu'on est dépendant de la nature et de la société, c'est plutôt pas bon. Et donc là aussi, on pourrait avoir un truc, est-ce que l'usage est clair? Est-ce que l'usage est simple? Est-ce que l'impact est positif? Est-ce que la consommation de ressources est légitime? C'est-à-dire qu'est-ce que le niveau de consommation est cohérent avec ce qu'il apporte finalement au designer? Et peut-être dans N cas d'usage, et tout cela est explicite et transparent sur l'outil ou pas. D'ailleurs, ça devrait pas au final être une question. Enfin, sa place est sans doute ailleurs, à ce possible. Mais bon, voilà. Donc là, bon, c'est la version complexe et profonde. Peut-être qu'il faut qu'on commence aussi par créer un outil d'analyse des ressources qui soit aussi plus facile à utiliser, parce que là, ça va quand même très loin en détail. Et c'était l'idée.
C'est une trop bien ce boulot que t'as fait, Quentin, là-dessus. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, waouh, vachement bien. Euh, j'avais pas pensé que la charte, enfin, que tout d'un coup, de la charte sortirait ce truc-là. Bah, c'est surtout, bien quand j'ai regardé, j'étais en train de regarder la charte, et puis après, j'ai vu, ah, tiens, Quentin a ajouté des trucs, là, sur la droite. Ah ouais, d'accord. Donc de la charte directe, pof, il y a ça qui sort. Je trouvais ça vraiment super, super intéressant. Et alors effectivement, c'est une version, comme tu dis, c'est un premier tir, mais c'est vraiment, qu'il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire. Là, c'est un truc, on peut s'en occuper pour toute la vie si on veut, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que là, même pour une seule ressource, on va en faire 1000, mais une seule ressource, on pourrait déjà y passer des années. Ouais. Mais non, je trouve que c'est un premier tir, mais déjà, ça nous montre les possibilités, la complexité. Et ça, je pense que c'est vraiment important au cœur de nos métiers d'accepter cette complexité. On peut pas, si on essaye, même si les ressources elles ont pour but de faciliter, elles peuvent pas. Faut pas qu'elles nous masquent la complexité en fait des choses. Et Et puis, il y a du on coup, il y a voit une bien. dimension pédagogique. Pardon? Il y a même au final, là, je vais juste compléter, il y a même une dimension pédagogique au final ouais, dans tout ça, vraiment en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas forcément l'habitude de se poser ce type de questions, finalement peut, si elle a envie, se plonger aussi là-dedans. Ouais. Pour un outil d'aide à la décision en termes de calage sur le manifeste, c'est super intéressant. Et là, du coup, ce qu'on vient de voir dans comment dire, beta.gouv, c'est d'avoir une phrase qui serait vraiment le bas de la colonne. On devrait peut-être avoir cette réflexion en se disant, ok, on a quelques silos qui nous permettent, sous forme de tamis, là, comme tu dis, d'atteindre 2-3 phrases par rapport à cette thématique-là. Et je pense déjà, si on s'attaque à ça, on pourra déjà avoir un petit filtrage des ressources qui peut être intéressant et qu'on rechallengera. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu montres, c'est qu'au final, la seule justification de dire telle phrase, c'est en allant voir cette manière de réfléchir, sans pour autant qu'on ait à chaque fois à dire le pourquoi du comment, et qu'on soit sans cesse en train de se justifier, qu'on reste vraiment sur un truc très clair. Parce qu'au final, ça peut évoluer, et puis ça va évoluer, en fait. Si on a un prisme de vision un peu différent, le tamis passera différemment, mais au moment T où on aura évalué la ressource avec les personnes qui seront présentes, on aura tous été d'accord de manière commune qu'on descend rien. De son Est-ce que vous voudriez qu'on crash test ce modèle-là avec, en sachant, en ayant conscience qu'il est éminemment perceptible, en essayant de l'appliquer sur une première ressource et voir un peu ce qu'il en ressort? Parce que du coup, après que la ressource ait été filtrée avec tout ça, elle atteint une note, là, comme on disait, soit avec des étoiles, soit avec autre chose, ou soit avec le compteur, mais on a différents niveaux qui sont découpés. Bah, je pense Jusqu'à où elle va dans le panier. Ouais. oui. C'est-à-dire que là, par exemple, Quentin a découpé en 3 grandes parties, et on peut avoir 3 compteurs. Et donc, chaque compteur gagne des points, entre guillemets, en fonction des réponses aux questions qui sont posées, quoi. Ouais, et typiquement, là, tu vois peut-être sur le tamis de gauche, là, qui est le plus asymétrique, il pourrait y avoir 4 questions en bas enfin 4 affirmations en bas de chaque colonne, et on aurait une posture sur la nature qui serait soit plus, soit moins, et donc on aurait pas une posture sur la société qui serait soit plus, soit En fait, moins. c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, je pense que ça y est, en plus, ça m'est revenu du coup au passage pendant que tu le disais là. C'est effectivement, l'idée, c'était de se dire, pour chacun de ces,
Concernant l'impact sur la nature et l'impact sur la société, à chaque fois, effectivement, est-ce que c'est plus ou moins et est-ce que c'est degré de certitude de l'impact en se disant, niveau 1 degré de certitude, il existe un indicateur, puis ensuite, c'est peut-être une réflexion sur la fiabilité de l'indicateur. Je me demande, Quentin, s'il faudrait pas rajouter l'impact sur l'individu. Ouais. Un peu comme ce qu'on a dans le donut sur la charte, où on a le plafond environnemental, donc c'est l'impact sur l'environnement. Il y a le plancher sociétal, impact sociétal, et au centre, on a l'individu, en fait. Et là, sur quoi on évaluerait l'impact sur l'individu? Parce qu'autant les deux autres, plutôt clairement, autant là-dessus, comment moi je la vois. Ouais, parce que en fait, il y a des choses. Je sais pas comment dire, c'est un peu flou dans ma tête là, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser ici, parce que ce serait logique en fait qu'on ait ça. Mon avis là-dessus, j'avais réfléchi quand j'avais pensé à ces notions-là. Et effectivement, je m'étais dit que, en fait, parce que au début, j'avais mis impact homme, impact nature, impact société. Et sauf que le but du jeu du manifeste, c'est de se dire que, en fait, l'homme fait partie de la nature et donc c'est une distinction qui est fausse. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais effacé ça et j'avais mis finalement uniquement nature et société. Mais, enfin, il y a un vrai sujet là-dessus. Après, sur la question du donut, pour moi, j'ai l'impression que le donut, il est vraiment juste sur social et environnemental. C'est-à-dire ce qui concerne, là, c'est même pas sociétal, c'est social. C'est les trucs de l'ONU là au milieu. Et puis ensuite, environnemental, c'est les grandes causes du GIEC en fait. Les grands sujets du GIEC, là, des rapports du GIEC. Ouais. Et au milieu, il y a l'espace sûr. Donc eux, tu vois, typiquement, ils font la distinction. D'ailleurs, je vois que là, il y a une petite faute environnementale. Ouais, mais t'as rien à pointer. Je l'ai corrigé sur le. Ok, bien joué. Je vais trop penser à l'alimental, je sais pas, mais il y a encore une. Ça fait toujours le fromage, on y revient toujours. Ouais, mais parce que, il y a quelque chose d'important en fait, c'est que quoi qu'on en dise, quand on est utilisateur ou quand on est designer, on reste un individu confronté à un objet, voilà. Et ça, on peut pas aller contre en fait. Même on sait bien qu'on est en tant qu'individu, on est entouré d'une société, on sait qu'on est entouré d'une nature. Enfin, tout le monde ne le sait pas, mais le but, c'est d'en avoir conscience le plus possible, qu'on est entouré par la société, qu'on est entouré par la nature et qu'on a besoin d'eux. Mais il y a des décisions qu'on prend aussi. Enfin, c'est l'aspect individualiste en fait qui est pris souvent sous un lourd négatif parce que on l'associe à de l'égoïsme, etc., etc. Mais en même temps, cet égo justement, il existe. On peut pas. Ça me semble difficile de dénier le droit d'ego à chaque être humain, à chaque individu. Et donc, cette question, elle me paraît intéressante à se poser. Voilà. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est... En fait, typiquement, là, on va créer on est en train de créer des ressources et puis on va en rajouter qui vont permettre à des designers de faire du design d'une manière plus cohérente par rapport à ce respect de ces valeurs-là. Et en même temps, on va s'assurer que les designers eux-mêmes respectent les gens avec qui ils vont travailler, alors que ce soit des utilisateurs ou que ce soit des gens avec qui ils bossent dans le projet. Et typiquement, là, j'ai en tête une ressource sur laquelle j'aimerais bien la proposer à l'ajout dans Donut Panic, tu vois, qui est sur des tests utilisateurs. Et en fait, nous, on fait des protocoles de tests utilisateurs pour aller tester une interface. Moi, une chose que je dis tout le temps à mes étudiants et sur lesquels j'essaie de respecter ça dans mes protocoles, c'est d'avoir un moment un peu laïus pour rassurer la personne de ce qui va se passer et de pourquoi je lui récupère de l'information. Et donc, il y a un degré d'évaluation
de la chose. Alors il y a déjà un degré d'anonymat, tu vois, par exemple. Il y a un degré où en même temps c'est pas la personne qu'on évalue, c'est la manière dont elle évalue l'interface. Donc tu vois, juste cette petite phrase permet aussi de relativiser et de prendre en compte les retours de la personne et de la mettre dans une situation où elle n'est pas dérangée par rapport à cette évaluation. Donc, enfin, bon, il y a plein de petites phrases comme ça qui sont très très importantes, de savoir comment les données elles vont rester, la captation vidéo jusqu'à quand elle sera supprimée, il y a des normes européennes, enfin des choses comme ça. Et donc là, il y a un respect de l'utilisateur, donc de la personne qui va être en frontal à l'autre côté de l'utilisation de cette ressource. Et en même temps, comme tu dis, il y a un respect du designer qui, lui, va utiliser cette ressource, qui se doit de comprendre la ressource en tant que telle. Alors, c'est souvent fait dans les ateliers d'idéation. On a tout le temps un laïus en bas pour le facilitateur. Voici, globalement, ce que ça veut dire, ce qu'il y a au-dessus et ce que vous devez faire. Il y a peut-être cette notion-là qu'on pourrait intégrer. Alors moi, vu ce que je vous dis, là, je la verrais plutôt sur deux aspects. L'aspect, est-ce qu'on respecte le designer autant que tel? Est-ce qu'il a assez d'infos? Est-ce qu'il comprend ce qui se passe? Est-ce qu'on lui parle d'une bonne manière? Et l'autre côté, est-ce que la ressource en tant que telle va respecter les gens qui vont être de l'autre côté de cet usage? Puisque un outil est là pour transformer quelque chose, et malheureusement c'est des gens derrière, donc c'est la matière humaine. Je pense que c'est pas sur la partie, je t'avais coupé. Non, j'ai... Partie inclusion, peut-être qu'il y a cet aspect-là aussi qui peut être évalué. Là, on parle de sur la partie inclusivité, il y a à qui s'adresse cette ressource. Donc là, tu as est-ce qu'il s'adresse à un designer ou à quelqu'un qui a des notions en design ou qui s'y connaît pas du tout. Donc là, si on s'adresse par exemple à quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, peut-être que tu auras un laïus qui sera plus directif que si tu t'adressais uniquement à un designer qui, lui, aura déjà eu des backgrounds de facilitation, par exemple, si on parle d'un atelier d'idéation. Ouais. Cet aspect de respect de l'individu, il serait pas là-dedans, justement. Oui. Bon, du coup, ça me pose la question, est-ce que cet outil est-il conscient et finalement l'inclusivité, elle est sous cet outil est-il conscient? Ouais. Là, Ça, il y a effectivement, ce que souligne Ariela, c'est intéressant, c'est que quand on a réfléchi au manifeste, rappelle-toi Gildas, on s'est dit aussi que finalement on avait une espèce de stratégie en entonnoir. Et d'abord, on parle de société et de nature, en essayant d'être le plus inclusif possible pour le coup sur ce que ça signifie. Et ensuite, on va un peu plus en détail sur, ok, on parle d'outils, mais du coup, pourquoi il y a besoin d'outils, etc. Et donc, sur des notions plus, finalement, on retrouve un peu cet entonnoir dans les trois aspects qui sont de gauche à droite. C'est-à-dire, conscient, c'était plus très macro, inclusif, c'est plus, c'est encore un truc assez collectif, mais finalement, c'est un peu les groupes les uns par rapport aux autres. Et utile, là, on était plus dans l'usage concret, individuel, et effectivement, pour ça d'ailleurs qu'il y a ici une notion plutôt de cas d'usage, ici plutôt une notion de groupe à qui s'adresse l'outil, et ici plutôt un espèce d'une notion d'impact global. Ouais, donc en fait, c'est peut-être la segmentation comme ça en trois grandes catégories qui... Pour moi, c'est ça... C'est pour ça qu'il y avait cette image de tamis. Tu vois, il y a peut-être d'abord un tamis grosse maille, qui est le tamis macro, qui est le tamis de la conscience, un tamis, deuxième tamis plus fin, qui est celui de l'inclusivité, et un troisième tamis encore plus fin, qui est celui de l'utilité. En tout cas, sur le principe moi je rejoins assez Ariela sur le fait que le respect, en tout cas du designer en tant que tel, ça ressemble quand même beaucoup à l'inclusivité, à qui s'adresse cet outil, et à une réflexion sur à qui ça s'adresse, etc. Et le respect de l'usage, ça ressemble quand même beaucoup à la partie plutôt utilité, sur est-ce que l'usage est clair, est-ce que l'usage est simple, est-ce que l'impact est positif, est-ce que l'allocation de ressources est légitime, qui d'ailleurs celui-là est peut-être en fait assez mal placé finalement, le conso de ressources. Parce que là, il y a une notion vraiment d'usage individuel finalement. Parce que tu peux zoomer là sur qui s'adresse? Donc,
à tous les designers ou pas tous les designers, et à la fin, c'est quoi? Accessible pour tous. Le dernier tout en bas. Ouais. Oui, je me- Il y a un peu cette distinction entre inclusif, c'est qui sont ces utilisateurs potentiels, et est-ce que ça s'adresse à eux ou pas, est-ce que c'est bon ou pas, est-ce que c'est réfléchi, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont laissés sur le carreau, et accessible, et la notion d'accessibilité qui peut être considérée comme une partie de l'inclusion. Il y a un peu le bout de chaîne en mode, ok, maintenant on sait à qui ça doit s'adresser, mais est-ce que c'est accessible à eux? Donc, ouais, ça s'adresse aux l'exemple bête et méchant, c'est aux personnes malvoyantes, et du coup, est-ce qu'il est suffisamment contrasté, enfin, ça, on est vraiment dans le concret du concret, quoi, un peu le bout de chaîne. Mais ça, c'est pareil, enfin, ouais, ici, il va falloir, pour pouvoir utiliser ça, parce que là, il est en soi, en fait, l'outil tel qu'il est là devant nos yeux, il est inutilisable, en fait. On peut pas, nous, l'utiliser pour faire des peer reviews. Il est beaucoup trop large. Mm. Il faut réussir à le restreindre, et donc il va falloir à un moment donné faire des choix aussi sur comment on le restreint. C'est vraiment que je pensais presque le contraire. Mais en fait, je suis en train de réfléchir à ça parce que effectivement, je trouve ça intéressant de garder parce que en fait, si on enlève toute notion de designer dans ce que tu as écrit là, on est sur une conception très large en fait euh, de, de notre fameux ami. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir, dans chaque post-it, de pouvoir se dire, OK, je mets le mot designer. Mais toi, par exemple, je pourrais, nous, effectivement, on va beaucoup travailler en entrant le mot designer dans toutes ces phrases. Mais quelque part, si tu vois, on imagine quelqu'un qui est agriculteur, et ben, s'il met le mot agriculteur, il peut utiliser l'outil aussi. Et si quelqu'un est un informaticien, il peut utiliser l'outil aussi. Et à chaque fois, c'est de se dire, OK, il s'adresse aux agriculteurs, un utilisateur accessible pour tous les agriculteurs qui en ont usage. Et du coup, en fait, ça permet à chacun de s'approprier l'outil en fonction de son domaine de compétences. Et je trouve ça intéressant, en fait, du coup, d'avoir cette possibilité d'être inclusif, que cet outil-là même soit inclusif, dans le sens où il s'adresse à tous, et que à un moment donné, il suffit juste de dire, OK, moi je suis agriculteur, et pof, je peux lire ce tableau en disant, OK, mon impact sur la nature, mon impact sur la société, en tant qu'agriculteur, est-ce que l'outil que je suis en train de créer, il est utile pour moi en tant qu'agriculteur? Est-ce qu'il est clair d'usage pour moi en tant qu'agriculteur? Et on peut le faire avec designer, bien entendu. Et je trouve ça intéressant parce qu'à la fois, ça nous force à prendre de la hauteur, à ne pas nous enfermer, nous, dans nos biais, enfin, dans nos métiers, et du coup, de donner une limite à cet outil qu'on est en train de créer. Et en même temps, ça nous force, du coup, à sortir de notre petit monde de designers et à penser beaucoup plus large, justement, parce que c'est le but, finalement. Et je tente pas une conclusion, mais une convergence vers tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'on pourrait avoir 3 indicateurs avec cette idée de jauge? Un qui est individuel, un qui est nature, un qui est sociétal. Et pour chacun de ces 3 indicateurs, on a un tamis un peu comme tu le proposes, Quentin, avec des questions qui vont nous amener à chaque fois à une réponse dichotomique. Oui, non, en gros, ou alors plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et en gros, on aura un arbre qui, idéalement, si on a toutes les branches positives qui sont en vert, la jauge, elle est à 100% et tout se passe bien. Et sinon, on pourra savoir à quel endroit de l'arbre on part pas dans une branche positive, mais on est bloqué tout de suite dans une branche négative. En disant, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de la branche que tu étais en train de parler, Gildas. Est-ce que cet outil peut être utilisé par n'importe quel corps de métier? Si c'est non, du coup, ça amène un aspect un peu négatif. Et si c'est oui, là, on peut continuer. Est-ce qu'il faut être designer pour utiliser ça, ou même
un métier de bouche pourrait utiliser cette ressource pour améliorer son expérience en tant que telle ou sa pratique? Est-ce que ça pourrait être personnellement aussi un usage ou alors que c'est que dans un usage professionnel? Enfin, donc ça nous permettrait d'avoir des branches où on aurait que idéalement, tout ce qui est positif, si on le remplit, on est à fond. Et si on n'arrive pas à tout remplir, on accepterait qu'il y ait des ressources où au final, là en fait on est au niveau individuel, on est à 60% de la jauge parce que en fait on n'y arrivera jamais à être plus, ou alors faut créer une autre ressource. Enfin, du coup ça nous permettrait de prendre des décisions. Dans l'idéal, ça serait top de pouvoir tout quantifier comme ça. Peut-être qu'on pourrait tendre vers quelque chose effectivement de cet ordre-là. Mais typiquement, on a vu dans beta.gouv par exemple qu'ils étaient pas en capacité de faire des indicateurs comme ça, hein, puisque il y avait en fait c'était des indicateurs Google, hein, là je vous rappelle, c'est du quanti, c'est vraiment des machines qui évaluent des machines. Les indicateurs de beta.gouv en réalité c'est la liste avec le truc est accessible, les stats sont publiés, les machins, les trucs. Ça veut pas dire qu'on pourrait pas faire converger les deux, mais il y a quand même je pense la réponse elle est sans doute au milieu entre quelque chose d'un peu quali et quelque chose d'un peu quanti. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire du quanti pur, quoi. Bon, et en tout cas qu'on garde encore un sens qui soit sérieux et précis en faisant uniquement du quanti, en cochant des oui-non, quoi. Les deux peuvent coexister à mon avis. Parce que si on part sur cette logique de logigramme là, d'un peu d'art décisionnel comme tu disais, à partir du moment où effectivement tu pars dans une branche, tu peux te dire ok cette branche elle vaut tel point, enfin tu peux faire une espèce de score. Ça c'est sûr que tu peux faire un score. Mais je pense qu'il doit être enrichi aussi d'une vision un peu plus quali, avec des phrases. Ouais, sans pour autant tomber dans une machinerie trop compliquée où personne n'aurait. C'est ça. Mais c'est là où l'exemple de ce que tu disais, Gilda, ça peut être potentiellement une piste super intéressante de se dire, finalement, typiquement sur la question de l'inclusivité, si vous attaquez à une espèce de, après assez biaisé, mais c'est-à-dire on l'affirme et on dit, on regarde l'inclusivité sous l'angle de, je sais pas quoi, les corps de métier ou digital, pas digital ou je sais pas quoi, des trucs très précis et très normés. Et par contre, en disant n'importe quelle personne qui viendrait d'un autre métier qui souhaiterait utiliser cette ressource, si elle peut signaler, typiquement, je suis agriculteur, j'ai pas été pris en compte dans ce qui a déjà été vu sur la question de l'inclusivité. Je peux mettre une suggestion en disant, attendez, moi je suis agriculteur, je peux pas l'utiliser. Donc, ça signifie qu'il faut le spécifier. En gros, il y a un manque, quoi. Il y a un trou dans la raquette sur ce truc-là. Il peut nous le suggérer. Nous, on peut le rajouter. On peut le rajouter dans le descriptif et pousser des gens qui auraient envie d'adapter ensuite la ressource à le faire. On pourrait avoir cette espèce de double. Oui, puisque Finalement, le truc de base hyper facile. Ouais, vas-y. Ouais, le fait que certains outils ne s'adressent pas à certaines personnes, c'est pas grave non plus. Et alors, c'est la même logique. Il faut souhaiter que l'outil canne blanche, tout le monde n'en ait pas besoin et que ce soit utile que pour les aveugles. La logique du truc, c'est justement d'avoir ces regards critiques, de pouvoir affirmer est-ce que c'est pour qui ça exclut. Tu vois, certes, c'est normal que ça exclue des gens, mais il faut être clair là-dessus. Clair. Après, du coup, ça signifie aussi que sur la partie, par exemple, de l'inclusivité, en fait, tout outil qui n'a pas été encore évalué exclut tout le monde. Et qu'ensuite, la réflexion, c'est plus plutôt à ce moment-là, qui est inclus finalement dans cet outil-là. Et dans quelle proportion. Voilà, et dans quelle proportion. Et du coup, on peut enrichir une espèce de liste qui s'agrandit. Par contre, ce serait une façon de répondre aussi. Mais... Ouais, mais du coup, il y aurait plus forcément de côté, comme sur un compteur, un côté rouge, un côté vert. Parce que là, on va avoir un jugement de valeur de ce qui est mieux ou pas. Et c'est juste adapté à des personnes différentes. C'est pour ça que pour moi, on peut pas utiliser des compteurs en tant que tel. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, mais en plus d'autre chose. Le compteur, il fonctionne à partir du moment où tu as défini à qui s'adresse cet outil. C'est-à-dire que si, par exemple, l'outil s'adresse au designer, à tel type de designer, on peut dire, OK, le compteur va servir à évaluer la balance de la performance de l'outil par rapport à ce critère-là, en fait. Ouais. Ok.
Ok, bon, bah, en tout cas, c'était super intéressant et enrichissant de parler sur tout ça. Je pense que ce qui pourrait être cool, c'est si vous avez envie, ou peut-être que moi, j'arriverai à prendre le temps de aussi me replonger dedans et d'essayer d'en faire un truc un peu plus opérationnel et un peu plus utilisable. Et qu'ensuite, on s'organise une session pour essayer de l'utiliser et voir un peu. Mm. Le chat est d'accord. Tout de suite, il arrive. Hein. Ouais, Euh, il approuve. Ouais, on fait une petite amélioration, on le poste sur le Discord et nous permettra de faire 2-3 retours asynchrones avant de l'utiliser. Je pense que bon, après, c'est vrai que là, on se pose, enfin, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau là-dessus. Mm. Je pense qu'il faut essayer de le faire simplement au départ, mais que déjà, dans sa simplicité, il fonctionne. Et après, on verra effectivement s'il y a moyen enfin, au fur et à mesure, de l'approfondir, de l'améliorer. Ouais. Et ouais, il faut vraiment, je pense, le faire de façon simple au départ, quoi. Ouais, parce que pour moi, il y a peut-être 2 niveaux. Il y a le niveau de cet outil d'aide à la décision actée par rapport à ces différents indicateurs. On peut tout à fait se dire que sur la donnerie, la ressource en elle-même, elle est juste jugée par rapport à ces 3 indicateurs. Et derrière, vu qu'on va faire un moment d'échange pour statuer avec en vidéo, en visio comme ça, on a juste à caler en dessous le replay de ce qu'on s'est dit, quoi. On n'est pas obligé d'être forcément dans de l'exhaustivité constante avec ok, là maintenant on est arrivé à 48 indicateurs, donc d'accord, on a évalué les 48 indicateurs, ils sont listés, ils sont bien présentés. Sinon on va pas avancer, en fait, on va être toujours dans la recherche de la petite Avec la stratégie je pense, beta.gouv, là, c'est intéressant parce que on peut se dire, effectivement, on peut mettre ça dans le process de proposition de ressources, que la personne qui propose la ressource finalement fasse ce travail-là, soit en s'enregistrant à l'audio, soit en se faisant un loom ou je sais pas quoi, premier travail de réflexion, et qu'ensuite on peut, et du coup, on dit la ressource a fait, en gros, il y a eu un travail d'analyse critique qu'on peut retrouver à tel endroit. Mm. Et puis après, on en reparle, on revoit, on fait. Ça permet d'être un peu plus en efficacité quand même. Ouais, je pense. Donc il y a peut-être des critères un peu, des macro-critères de respect du manifeste, en tout cas de respect de la philosophie du manifeste dans lequel on peut, voilà, on peut peut-être avoir des choses, en essayant d'être simple, et puis en même temps aussi pousser cette analyse critique. De toute façon, on est d'accord sur ces 3 piliers, le côté nature, société et individu. Et après, ça c'est le niveau de conscience. Est-ce qu'on est conscient de ces 3 champs d'impact? Et après, on en arrive à parler d'inclusion. On peut parler d'inclusion des sangliers, savoir est-ce qu'ils sont inclus ou pas dans des natures. Bon. On a le côté voilà, inclusion, ensuite on a le côté utilité pour chacune de ces branches. Parce qu'après, de toute façon, nous, de notre petit perchoir, là où on est, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles il faut être spécialiste pour dire ok, ça fonctionne pas. Ouais. Moi, l'impact d'un outil, par exemple, l'impact de fabrication de marteaux, puisqu'on a parlé de ça il n'y a pas si longtemps que ça dans la commune, j'en sais rien en fait. Ça utilise du bois, ça utilise du métal, mais concrètement, je serais incapable de dire ok, pour la nature, ça va, ça passe. J'en sais rien en fait. Combien ça coûte de faire un marteau pour la nature. Et donc après, il faut que des gens viennent se pencher là-dessus, qui sont spécialistes pour dire ouais, mais bon là, il y a un suspect, un problème quelque part, même si on peut pas l'identifier clairement, enfin le quantifier. Mais faut qu'on accepte aussi nos limites, quoi. C'est pas, on pourra pas faire un truc. Finalement, la validation, elle doit aller plutôt d'un degré peu précis, peu quantifié, je sais pas comment dire, jusqu'à un niveau, enfin voilà, un niveau de certitude faible, jusqu'à un niveau de certitude fort, et en se disant, suivant si on atteint, je sais pas quoi, 50% de certitude sur
5 ou 6 macro-critères. En gros, si on a 3 sur 6 qui semblent quand même assez sûrs, on peut considérer que la ressource est validée ou un truc comme ça. On le noter. Peut-être essayer de partir sur les indicateurs. Alors, ce que je trouve intéressant avec les indicateurs, c'est pas tant que la ressource est validée ou pas validée, mais c'est que quand on utilise la ressource, on sait qu'il y a des points faibles. Donc, on peut toujours utiliser la ressource, mais on sait que on peut le faire en conscience en se disant, si j'utilise cette ressource, je sais que voilà, il y a des impacts négatifs qui sont dedans, mais faute de meilleurs outils, je vais utiliser celui-là et je le fais en conscience. Ouais. Plutôt que de priver les personnes d'outils, leur permet d'utiliser un outil en conscience. Ouais, carrément. Et ça, je prends un mini exemple parce que je l'ai vécu là sur une des ressources que Quentin a créé, que j'ai déjà partagé à des étudiants. Donc c'est quelque chose qui est sur Notion et c'est une grille d'évaluation de kick-off par rapport à un client. Donc on le verra plus tard. Et en termes d'impact, cet outil, déjà, Notion, il impacte plus la planète qu'un Google Drive, Google Doc ou qu'un fichier Word. Du coup, concrètement, là aujourd'hui, j'en sais pas grand-chose. Et c'était vraiment un des fondements, l'outil. Et à côté de ça, en termes d'inclusion, je me suis retrouvé face à des gens qui étaient réticents à utiliser telle ressource parce qu'en fait, ils n'utilisaient pas ce service. Et donc pour eux, Notion, c'était juste, non, c'est mort. Et donc, on aurait partagé d'une autre manière avec un PDF. Mais là encore, dans de l'inclusion totale. Donc il y a peut-être une couche de réflexion à avoir. Et je pense qu'il y a 2-3 personnes dans la communauté qui auront des sujets et des éléments de réponse intéressants. Au moins globalement sur comment on juge ces différents outils qu'on utilise tout le temps en tant que designer. Et en tant que personne qui naviguons sur un ordinateur. Et au moins, voilà, pour se dire, si on a telle ressource à créer, mieux tendre sur l'implémentation à tel endroit plutôt qu'à tel endroit. Ça, ce sera peut-être un premier regard à avoir côté nature. Oui, au moins, Et c'est vrai qu'il faudra se baser sur des indicateurs, typiquement un éco-index comme ce que je montre là sur l'écran pour les sites qui est accessible par tous. Dans le Knative, vous allez dans le développeur tool de votre navigateur et vous allez pouvoir accéder à l'éco-index, consommation d'eau, etc. Du coup, ça c'est quelque chose au final sur lequel on pourra se baser. On sait que tout template proposé sur Notion peut potentiellement impacter là-dessus. Mais bon, après, c'est parfait, mais ça peut être une piste. Une première piste en tout cas. Ok, bon, en tout cas, merci. Notion et Notion Politics. Ouais, je pense que Notion pollue. Il y en a beaucoup. Mais le but, comme tu disais, Gilda, c'est d'en être conscient et de se dire, ok, pour l'instant, là, j'utilise un outil clairement pollue. Et on le sait quand on utilise Discord et Miro, on a beau avoir un ordinateur de gamer, il est quand même en PLS, donc il y a moyen que ça pollue un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'usage qu'on en fait derrière, effectivement. Si tu utilises Notion pour copier-coller des trucs que te raconte ChatGPT, c'est peut-être pas génial. Si tu l'utilises comme journal intime parce que c'est un exercice de découverte de toi-même ou quoi, peut-être que ça vaut déjà plus le coup. C'est pour ça que les indicateurs, t'as raison, en tant que tels, sont pas suffisants.